という皆さん、そういうweb。En raison de la pandémie qui touche le monde actuellement, nous avons dû réviser nos méthodes de tournage et d'enregistrement. Nous vous prions de nous en excuser. Jean-Jacques Charbonnier, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes médecin anesthésiste et ma première question est, qu'est-ce qu'un médecin anesthésiste? Un médecin anesthésiste, c'est avant tout un médecin. Il faut être spécialiste, donc on est spécialiste au même titre que des chirurgiens, des cardiologues, des psychiatres. On fait des études en plus pour valider notre spécialité. Donc à l'issue de notre enseignement et notre validation de médecin généraliste, eh bien, on fait des années de plus. En général, c'est de 3 à 4 années de plus. On passe un probatoire pour pouvoir faire ces études supplémentaires. Et à l'issue de ces études supplémentaires, qui durent à peu près 3 ans, on a un concours. On a un concours qui va, enfin, c'est un examen avec un numerus clausus, donc c'est un concours. Enfin, à l'époque où je le passais, c'était comme ça, où on va valider ou pas cette spécialité. Donc, c'est assez angoissant parce qu'on investit 3 ans de sa vie avec au bout peut-être la réussite, mais c'est pas sûr. Donc, ça peut être, voilà, on reste médecin généraliste si on échoue à cet examen. Donc, moi, ce que j'ai fait quand j'ai terminé de valider ces études, donc 10 ans d'études, hein, c'est quand même assez long après le bac, j'ai voulu m'installer assez rapidement. Alors, à l'époque, il y avait une offre qui était bien inférieure à la demande, puisqu'il y avait eu une espèce de baby boom d'anesthésistes. À l'époque, les gens choisissaient cette spécialité. C'était tous des passionnés de médecine, donc partait en premier la réanimation, l'anesthésie, la chirurgie, et puis tout le reste, ben, c'était plutôt délaissé. Alors que maintenant, c'est l'inverse. Les premières spécialités qui partent en premier, ce sont des spécialités de biologistes ou de radiologues. On voit bien que les médecins maintenant n'ont plus tellement la flamme. C'est plutôt la qualité de vie. C'est plutôt de ne pas avoir trop de responsabilités. C'est plutôt ne pas avoir à se lever la nuit. Voilà. Et nous, on était des passionnés à l'époque, voilà, les précurseurs de la réanimation. On a choisi cette spécialité. Donc, moi, je me suis orienté tout de suite dans le privé parce que j'ai un tempérament assez spécial, je ne supporte pas la hiérarchie. J'aurais pu faire une carrière hospitalière, c'est vrai, mais je ne supporte pas la hiérarchie, donc j'ai voulu intégrer un établissement privé. C'était la seule solution. Pourquoi? Parce que à l'hôpital, eh bien, on subit voilà, des chefs de service, des professeurs agrégés qui sont les chefs, en fait, et vous dominent. Donc, vous pouvez pas trop faire ce que vous voulez. Et puis, c'est pas trop en vieillissant qu'on devient forcément plus intelligent. Donc, c'est ça, le système pyramidal à l'hôpital, c'est le système de hiérarchie que je ne supportais pas. Et donc, j'aurais pu faire une carrière hospitalière, mais je m'en suis échappé. Et j'ai cherché une clinique. Donc, alors à l'époque, c'était très difficile de trouver une clinique privée pour s'installer anesthésiste. Il fallait vraiment arriver avec la valise de dollars à la main pour pouvoir acheter des parts, pour pouvoir être actionnaire et pour pouvoir s'installer. Donc, c'est pour ça que moi, je suis issu d'un milieu modeste et je n'avais pas d'argent devant moi. Et j'ai intégré une toute petite clinique en Ariège, la clinique La Soulano. Et en fait, c'est là où j'ai passé les meilleures années de ma vie, 25 années dans cette clinique où je me suis passionné. Nous étions 3, puis 2 anesthésistes seulement pour faire tourner un service de chirurgie complet. Il y avait tout, il y avait le vasculaire, il y avait le digestif, l'ORL, l'ophtalmologie, l'orthopédie, l'obstétrique. Et puis, il ne manquait que 2 spécialités finalement, il ne manquait que la cardiologie et la neurochirurgie. Mais mis à part ça, on avait tout.
Donc, je me suis bien investi dans cette clinique. Je prenais pratiquement jamais de vacances. On a monté un service de réanimation de 5 box déjà, c'était pas mal. Validé cette unité comme étant un service de réanimation. Et puis, je me suis tellement investi dans cette clinique que je suis devenu le président de conférence médicale d'établissement, c'est-à-dire celui qui est élu auprès de ses collègues pour être représenté, donc auprès des instances administratives ou autres, quand il a fallu faire valider ce service de réanimation, etc. Donc, j'ai été réélu 3 fois, donc je suis resté tout le temps président de CME de cette petite clinique. Et puis ensuite, donc, ensuite, il s'est passé ce qui se passe dans toutes les petites cliniques, toutes ces unités de proximité ont tendance à disparaître et il y en a presque plus maintenant parce que, évidemment, ceux qui étaient en quelque sorte les gérants de ces petites cliniques, c'était les médecins. Donc nous étions tous actionnaires de cette structure, nous les médecins, les chirurgiens, les anesthésistes, et chaque fois qu'il fallait faire des investissements, on mettait la main à la poche et on faisait ces investissements-là et on choisissait nous-mêmes nos investissements. Donc, c'est devenu à un moment donné insupportable parce qu'il y avait des textes contraignants, il fallait faire des investissements de plus en plus lourds. Et bien sûr, ces petites cliniques avec les médecins qui les dirigeaient ont disparu. Et je suis parti avec mon associé, le docteur Segui, nous sommes partis rejoindre une clinique à Toulouse, une grosse clinique. Nous sommes venus dans cette structure où il y avait une douzaine d'anesthésistes, donc ça n'avait rien à voir avec la structure dans laquelle on était. Où là, je suis resté 15 ans dans cette structure, ou plus exactement 13 ans. Et depuis 2 ans maintenant, je suis dans une structure encore plus grosse, puisque c'est 2 autres cliniques qui ont intégré et qui ont fusionné pour faire une grosse clinique, voilà, avec 21 anesthésistes cette fois. Donc, tous ces établissements n'ont rien à voir avec les structures telles qu'elles étaient conçues à l'époque, où c'était beaucoup plus humain, c'était beaucoup plus familial. Là, ce sont des financiers qui dirigent ça. Donc, les financiers ne sont pas forcément avec les mêmes objectifs que les médecins, hélas. Donc, les médecins sont devenus de simples prestataires de services, des ouvriers spécialisés qui travaillent pour des financiers qui sont dans ces structures. Et c'est bien dommage parce que vraiment, on voit que tout cet aspect humain qu'il y avait autrefois et de proximité a totalement disparu. Voilà en gros quel a été mon cheminement. Et je dirais aussi qu'en Ariège, nous avons monté le SAMU 09 avec mon ami le docteur Chansou, le SAMU 09 qui est encore aujourd'hui et qui est très actif, mais c'était le début. En 1991, on a monté cette structure, service d'urgence. Donc c'est vrai que moi, je me suis passionné pour la réanimation, je me suis passionné pour l'urgence et je me suis passionné pour l'anesthésie depuis le début. Et c'est toujours un métier qui me passionne. Un médecin est-il un scientifique? Oui, je pense qu'un médecin est un scientifique. La science médicale est devenue une science. Au siècle dernier, c'était plutôt une science littéraire, c'était la sémiologie. On auscultait, on palpait les malades, il y avait des enregistrements de souffle cardiaque. Puis maintenant, tout est devenu technique, surtout dans ma spécialité. Dans ma spécialité, on surveille les malades avec des graphiques, avec des courbes, avec voilà, tout un tas de surveillance qui n'existait pas à l'époque où même moi j'ai commencé le métier d'anesthésiste. Et vraiment, je ne sais pas s'il y a une spécialité plus scientifique que la réanimation. D'ailleurs, il suffit de rentrer dans une unité de réanimation pour se rendre compte que, évidemment, il y a beaucoup de graphiques, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup, voilà, on mesure tout. Donc c'est une science, oui, la médecine est une véritable science, et tant mieux, puisque elle est comme ça une discipline qui peut être rationnelle et qui est très, très encadrée. Je veux dire, il n'y a pas de fantaisie. On parle de l'art médical, mais là, au point de vue anesthésie et réanimation, il y a des protocoles qui sont bien définis et finalement, il y a une marge de manœuvre intuitive très légère dans ma spécialité. Il y a tel cas, on fait telle chose. Voilà. Il arrive tel patient, on doit le traiter comme ci ou comme ça. Voilà. Tout est protocolisé et voilà, ça ne souffre pas l'aléatoire et ça ne souffre pas la fantaisie. Donc oui, c'est bien une science et une science très rigoureuse en plus. Que se passe-t-il quand un patient est anesthésié? Je parle d'anesthésie générale, bien sûr. Et est-il possible qu'il soit conscient de ce qui se passe au bloc? Alors l'anesthésie générale classique,
regroupe 3 produits en fait, pour rester très schématique. 3 grandes classes de produits. Un produit qui endort, on l'appelle un narcotique, donc il y a plusieurs formes de narcose, mais un produit qui endort, ça peut être soit un produit injectable, soit un produit qui est injecté dans le respirateur, donc un produit inhalé, le long de l'anesthésie générale. Mais il ne suffit pas d'être endormi pour pouvoir supporter la douleur du chirurgien. Donc il faut aussi un morphinique, un analgésique. En général, ce sont des morphiniques très puissants que l'on injecte. Et puis aussi, même si on dort et même si on a pas mal, il faut que quelquefois les muscles soient relâchés pour que le chirurgien puisse opérer tranquillement. Donc on emploie aussi ce qu'on appelle des curares. Donc il y a ces trois versants dans l'anesthésie générale, un analgésique, un narcotique et un morphinique. Alors, il arrive quelquefois, et vous avez raison de le souligner, qu'il y ait des micro-réveils, c'est-à-dire que la conscience émerge. Ça arrive très très souvent. Mais la plupart du temps, à son réveil, le patient ne se souvient pas de ce qu'il a vécu. Il y a une amnésie rétrograde par rapport au vécu de l'anesthésie générale, c'est dans la majorité des cas. Mais il y a très souvent des micro-réveils. Et puis, il y a aussi les gens qui s'en souviennent. Alors ça porte un nom, on appelle l'awareness. L'awareness, ce sont des gens qui ont eu conscience à un moment donné de ce qui se passait dans le bloc, soit qu'ils ont entendu, soit qui ont perçu quelques mouvements dans leur ventre, par exemple, lorsqu'on les opérait. Il y a environ 20 000 cas d'awareness en France, donc ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait marginal, c'est quelque chose qui existe. Mais en général, il suffit d'expliquer au patient ce qui s'est passé et pour lui dire que voilà, c'est un phénomène qui est incontrôlable, qui est invérifiable aussi, puisque c'est basé sur le témoignage de la personne qui le vit. Donc, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, on est bien obligé d'écouter les personnes qui nous disent avoir vécu des awareness pour pouvoir intégrer ça dans les aléas de l'anesthésie générale. Et évidemment, on essaye de faire en sorte que la narcose soit le plus poussée possible, mais il n'y a aucun moyen, malheureusement, de surveiller, à moins de faire des IRM ou des PET scans, de surveiller ce qui se passe dans le cerveau pour savoir s'il est suffisamment ralenti pour ne pas avoir ce niveau de conscience qui est quelquefois le cas, et même souvent le cas, dans l'anesthésie générale. Lorsqu'un patient est en arrêt cardiaque, de quoi s'agit-il exactement? Lorsqu'un patient est en arrêt cardiaque, on a pu démontrer que très rapidement, dans les 15 secondes qui suivaient l'arrêt cardiaque, on avait un électroencéphalogramme plat, ce qui correspond à la définition de la mort clinique. Pas de la mort cérébrale, mais de la mort clinique. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui sont revenues de ces états ont bien été morts cliniquement à un moment donné. On les a réanimés grâce au progrès de la réanimation, grâce aux défibrillateurs automatiques qui sont mis en place un petit peu partout. On peut revenir de cet état de mort clinique. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Dans l'histoire de la médecine, ça ne s'est jamais vu. Dans l'histoire de l'humanité, encore moins. Il y a des gens maintenant qui peuvent revenir des arrêts cardiaques, c'est-à-dire leur cerveau n'a plus fonctionné et leur cerveau s'est remis à fonctionner parce que dès qu'on fait les manœuvres de réanimation, même si elles sont imparfaites, le débit cérébral n'est pas suffisant pour avoir une conscience, mais lorsque le cœur repart, eh bien, ces personnes sont capables, dans quelques cas, de raconter ce qu'elles ont vécu. Dans 12 à 18% des cas chez les adultes ou dans 65% des cas chez les enfants. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre les adultes et les enfants, comme si la mémoire des choses était plus claire chez les enfants que chez les adultes. Reste à savoir pourquoi. Alors là, tout un tas d'hypothèses à soulever. Mais en tout cas, lorsque le cœur s'arrête de fonctionner, c'est pratiquement synonyme d'un arrêt du fonctionnement cérébral, un électroencéphalogramme plat, parce que 15 secondes, c'est extrêmement court, même dans les conditions optimales de surveillance de nos activités cardiaques, c'est-à-dire dans les soins intensifs, dans les réanimations. Vous savez, il y a ces appareils, ces oscilloscopes que l'on voit. Et bien même là, les 15 secondes sont dépassées, le temps que l'infirmière entende l'alarme sonner, qu'elle se précipite pour faire les premiers soins, massage cardiaque, injection d'adrénaline, etc. Mais déjà, les 15 secondes sont passées. Donc oui, on peut dire aujourd'hui que toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque sont bien revenues d'une mort clinique et dans un certain nombre de cas, elles nous racontent ce qu'elles ont vécu. Quel a été l'élément déclencheur de votre intérêt
pour les expériences de mort provisoire ou imminente? Je crois que tous les anesthésistes réanimateurs qui ont entendu ces personnes qui se réveillaient d'arrêt cardiaque en témoignant de certains phénomènes ont été interpellés. Alors certains d'entre eux, même je crois la majorité d'entre eux, ont évacué ça d'un revers de main en disant ce sont des hallucinations. Mais moi, je me suis passionné pour ce sujet parce que j'avais déjà lu ce livre de Raymond Moody, La vie après la vie, dans les années 70, qui était passé aux oubliettes. Et puis après que, voilà, je me suis intéressé à ça parce que je trouve que ça corrobore en fait les témoignages de personnes qui sont réanimées, d'autres personnes qui sont réanimées. On ne peut que s'intéresser aux témoignages des gens. Pourquoi dirait-il qu'ils ont connu l'indicible après un arrêt cardiaque? Pourquoi tous ces témoignages se recouperaient? On a l'impression qu'ils ont tous vécu la même chose et qu'ils le disent avec des mots différents, en fonction de leur culture, en fonction de leur religion, en fonction de leur philosophie, de leur sensibilité aussi, en fonction des pays d'origine. On va décrire l'être de lumière comme étant Dieu ou autre chose. Et enfin, on voit bien qu'il se passe la même chose. Les enfants disent, j'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul pour décrire l'être de lumière. Donc, moi, je ne suis pas là pour interpréter quoi que ce soit. Je suis là pour véhiculer le vécu des gens, le vécu subjectif des gens qui sont en arrêt cardiaque, qui sont dans des situations de coma ou même après des anesthésies générales. Il y a aussi des récits après des anesthésies générales. Alors, il se trouve que on se confie beaucoup à moi parce qu'on sait que j'ai l'ouverture d'esprit suffisante pour collecter ces témoignages. Parce que j'ai des collègues anesthésistes réanimateurs qui me disent, mais enfin, comment tu fais toi pour recueillir autant de témoignages? Moi, je n'ai pas un seul. Bah, peut-être parce que les gens commencent à savoir ce que je fais et savoir qu'ils vont trouver une oreille attentive en me racontant ce qu'ils ont vécu. C'est aussi simple que ça. Mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup plus de témoignages qu'on croit. Les gens ont de moins en moins peur de parler, et tant mieux, parce que grâce évidemment aux médias quand même qui parlent de ces sujets, grâce aux journaux, grâce aux magazines, ben, le discours se démarginalise de plus en plus. Et plus il sera démarginalisé, et moins les gens auront peur de parler de ces expériences. Il y a plein de livres là-dessus. Il y a plein de sujets qui sont traités euh, dans les magazines télévisés, radiologiques ou autres. Donc voilà, grâce à ça, eh ben, ça s'ouvre. Et tant mieux parce que on peut imaginer la détresse d'une personne qui est confrontée à l'expérience de sa vie et qui ne peut même pas la partager. C'est dommage parce que c'est même frustrant et ça peut même sûrement, enfin je ne suis pas psychiatre, mais ça peut sûrement déboucher sur des névroses. Imaginez, vous vivez la meilleure expérience de toute votre vie et vous ne pouvez même pas la partager avec les autres. Frédéric Medina, expérienceur français que nous avons eu l'opportunité d'inviter, a souligné un fait, celui d'une infirmière qui aurait témoigné publiquement en confirmant qu'il avait donné une description fidèle de la pièce adjacente au bloc opératoire où se trouvaient des restes de repas, un réchaud et d'autres précisions. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que l'expérience de Médina corrobore des expériences d'autres personnes qui, effectivement, ont vu des scènes qui se déroulaient à distance de l'endroit où leur corps physique était. Donc, c'est une validation, en quelque sorte, de l'expérience pour dire qu'il y a cette possibilité de conscience délocalisée. Sinon, comment comprendre les choses? Il y a des choses qu'on n'invente pas. Et comme le disait Pien van Nommel, le docteur Pien van Nommel, nous sommes retrouvés au congrès, au colloque de Liège en début d'année, à l'université de Liège avec le professeur Stéphane Loret pour discuter de tout ça. Il a dit, mais Pien van Nommel a dit, mais les exemples, on les a déjà de délocalisation de conscience. Il y en a des centaines. Dans la littérature, il y en a des centaines euh, qui sont actés et qui peuvent être la démonstration même. Alors, il faudrait que ça soit reproductible et mesurable. C'est ça le problème. Bon, ce ne sont que des expériences qui sont basées sur des témoignages humains. C'est là où est toute la difficulté. Mais enfin, au bout d'un moment, il va bien falloir quand même prendre acte de tous ces témoignages, de ces personnes qui ont vu des scènes qui se déroulaient extrêmement précises, qui se déroulaient à distance de leur corps au moment où l'expérience se produisait. Alors, il y a le fameux projet AWARE qui était donc initialisé par les docteurs
Mario Brogard, canadien, et puis qui n'a pas été forcément suivi de résultats. De quoi s'agit-il, le projet AWARE? Eh ben, c'était des écrans plasma avec diffusion d'images aléatoires sur des colonnes verticales qui étaient disposées de telle façon que du lit du patient, eh ben, il était impossible de voir ces images aléatoires défiler. Et on savait à quel moment, à quel instant précis, l'image était projetée. Donc l'idée, c'était que la personne puisse reconnaître l'image en faisant des délocalisations de conscience. Voilà. Le docteur Samparagna avait présenté à l'OMS, avait présenté en 2009 ce projet, malheureusement qui n'a pas été suivi d'effet puisqu'il n'y a pas eu suffisamment d'argent pour financer ce projet. Il n'y a eu qu'une vingtaine de centres qui ont été équipés de ça dans des zones sensibles, où il y avait des arrêts cardiaques potentiels. On n'a pas trouvé ça. Docteur Samparagna a simplement relevé qu'il y avait un patient qui, au cours de son massage cardiaque, au cours de sa réanimation, a pu décrire le défibrillateur, a pu décrire les bips, etc. Mais ce n'est pas suffisant, c'est pas suffisant pour admettre cette délocalisation de conscience. Donc, ça ne repose que sur des témoignages humains, avec la faiblesse des témoignages humains. Mais enfin, quand même, quand on a, comme dans le cas de ce monsieur Medina, des personnes qui disent bien que ces scènes se sont déroulées telles qu'ils les ont vécues, ben là, effectivement, c'est une preuve supplémentaire. Comme dans l'exemple de Pamela Reynolds aussi, cette femme qui a été opérée d'un anévrisme du tronc cérébral, avec son cerveau qui a été refroidi à 15,5 degrés et qui, au moment de son intervention chirurgicale, a pu décrire l'intervention, a pu décrire les instruments utilisés. Donc tout ça, évidemment, ce sont des témoignages, mais comment aurait-elle pu inventer tout ça avec un cerveau qui ne fonctionne plus? À 15,5 degrés, il n'y a aucun échange biochimique possible entre deux neurones. Et pourtant, à ce moment-là, elle a pu décrire ses expériences. Le professeur Eben Alexander aussi, neurochirurgien à Harvard. Lui, je veux dire, c'est un cas d'école. D'ailleurs, on a fait suffisamment de rencontres ensemble pour s'apprécier l'un et l'autre, parce qu'on est sur ce même cheminement de recherche. Lui, c'était un neurochirurgien à Harvard, donc très matérialiste. Il enseignait à ses étudiants comment il fallait opérer les cerveaux, sauf qu'il est tributaire de la maladie, lui aussi, à un moment donné. Il est victime d'une méningoencéphalite à Escherichia coli, très grave, qui lui a paralysé le cerveau, en fait. Et il montre les IRM de son cerveau. Et pendant son expérience, il vit cette fameuse expérience de mort provisoire et il rencontre une femme qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vue. Et à son retour, il la reconnaît sur une photo. Il n'avait jamais vu cette photo non plus, puisque c'était la photo de sa sœur biologique décédée au moment de son coma gravissime. Il a retrouvé ensuite, donc, puisqu'il est ressorti de ce coma sans aucune séquelle, il a retrouvé ses parents biologiques qu'il ne connaissait pas. Il a rencontré ses parents biologiques et c'est là où ses parents biologiques lui ont montré la photo de cette femme. Et cette femme, il l'a reconnue tout de suite, c'était celle qu'il avait vue dans son expérience. Donc ça aussi, ça ne peut pas correspondre à des projections de mémoire, puisqu'elle n'était pas dans sa mémoire, cette photo, de cette jeune femme. Donc voilà, ce sont des choses comme ça qui font dire que on ne peut pas expliquer ce phénomène d'expérience de mort provisoire par des phénomènes hallucinatoires, c'est trop réducteur. Comment expliquer que des personnes aient pu voir des scènes qui se déroulent à distance de leur corps? Comment expliquer que des personnes ont pu recevoir des informations qu'ils ignoraient lors de ces expériences? Il faut trouver une autre modélisation pour expliquer la conscience. Il faudrait la trouver, elle n'est pas encore trouvée. Peut-on envisager que chaque personne ayant été dans le coma ou en arrêt cardiaque, une perte de connaissance, ait fait une sortie de corps, mais sans en avoir le souvenir? La question qu'on peut se poser, c'est de se dire, mais pourquoi n'y a-t-il pas 100% d'expérience? Pourquoi y a-t-il que 12 à 18% des personnes en arrêt cardiaque chez les adultes qui vivent cette expérience? Mais si on prenait les choses autrement, si on imaginait qu'il y ait 100% d'expérience et qu'il y ait une minorité de personnes qui s'en souviennent, il faudrait prendre
toute la structure mnésique de la conscience, du fonctionnement de la conscience. Pourquoi retient-on des souvenirs et laissons-nous échapper d'autres? Il y a un phénomène qui s'appelle la dissonance cognitive. Dès que nous avons des informations dissonantes au niveau de notre cognition, en fonction de nos apprentissages, eh bien, on va avoir tendance à les évacuer et à les oublier, à les évacuer de nos souvenirs, parce que c'est trop perturbant. Ça rentre en dissonance de façon trop violente et on les évacue. C'est un phénomène qui est assez connu, la dissonance cognitive. Et je pense que ces expériences rentrent en dissonance cognitive parce que dire qu'on peut passer à travers la matière, dire qu'on peut retrouver nos défunts, dire qu'on peut voir notre futur, tout ça, dans nos sociétés matérialistes, c'est dissonant. On le dit depuis notre plus tendre enfance, que tout ça n'existe pas. On nous l'a tellement inculqué. Et moi, ce qui me fait dire que c'est plutôt ça, c'est qu'il y a un autre chiffre intéressant qui a été publié par Melvin Morse, un neuropsychiatre américain qui s'intéresse au NDE chez les enfants. C'est peut-être celui qui est le plus à même d'en parler, puisqu'il en a étudié des centaines. Eh bien, il a remarqué que 65% des enfants racontaient ces expériences. Vous voyez, ce n'est pas 12 à 18% comme chez les adultes, tout simplement parce que les enfants n'ont pas encore eu cette aptitude à faire rentrer en dissonance les événements dérangeants. Les enfants, oui, ont d'ailleurs des perceptions particulières, plus que les adultes. Certains jouent avec des amis invisibles, certains se voient évoluer dans des vies antérieures. Enfin, bon, tout ça est un petit peu ésotérique, mais il faut au moins écouter. Moi, je ne suis pas là pour interpréter, je suis là pour écouter. Eh bien, il y a des enfants qui racontent ça. Il y a beaucoup plus d'enfants qui, après un arrêt cardiaque, racontent leurs expériences avec leurs mots d'enfant, avec des dessins la plupart du temps. Et on voit bien sur leur graphique, ils se dessinent au-dessus de leur corps physique, sur un lit par exemple. Ils dessinent des ronds avec des tunnels, comme s'ils avaient vu un tunnel de lumière. On voit bien qu'ils sont allés au même endroit que les adultes, mais ils le disent avec leurs mots d'enfant et ils le disent plus fréquemment parce qu'ils n'ont pas occulté cette expérience. Mais mon intime conviction, si vous voulez, par rapport à tout ce que j'ai étudié sur la question, c'est qu'il y a en réalité 100% d'expérience, mais une minorité de personnes qui sont capables de les retranscrire parce qu'une majorité d'adultes, une majorité de personnes les évacuent et donc ne les racontent pas, ne s'en souviennent pas, hélas. Vous avez développé une théorie, la TCH, la transcommunication hypnotique. De quoi s'agit-il? Après avoir étudié toutes ces expériences de mort provisoire, je me suis dit, c'est quand même formidable, ces gens qui ont vécu ces expériences n'ont plus peur de la mort, sont moins tristes par rapport aux souffrances du deuil, et c'est quand même dommage de devoir vivre une expérience comme ça pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Alors, mon questionnement a été simple. J'aimais cette hypothèse de conscience intuitive extraneuronale dissociée d'une conscience analytique cérébrale. On en a d'ailleurs parlé dans la thèse de François Lallier, qui a été présentée le 15 décembre 2014 à la faculté de médecine de Reims. Il a étudié 118 cas d'arrêt cardiaque. Il en a trouvé 18 qui avaient fait cette expérience de mort provisoire. Et sa thèse repose sur un gros travail. Vraiment, il a travaillé pendant 3 ans. Ce n'est pas une thèse banale pour devenir docteur en médecine, c'est une thèse qui va servir à la recherche, je pense. Lors de cette expérience, il faut bien donner un sens. Il faut bien faire une discussion sur ces résultats. C'est ce que nous avons fait. Et comme j'étais son directeur de thèse, donc on a pu proposer, ce que je propose moi pour expliquer ces expériences de mort provisoire, c'est de dire que nous avons 2 formes de conscience. Une conscience délocalisée, ce que j'appelle la conscience intuitive extraneuronale, couplée à une conscience analytique cérébrale qui, elle, analyse tout et vient censurer justement ces fameuses informations dissonantes. Donc cette conscience intuitive extraneuronale, elle est accessible lorsque le cerveau ralentit son activité. Il ralentit son activité à quel moment? Lors de l'arrêt cardiaque, c'est sûr, puisque là, elle est nulle, mais aussi lors de l'anesthésie générale, lors des comas,
et lors du sommeil. Et on s'aperçoit que dans ces situations, eh bien, on a souvent accès à des informations qui ne sont pas accessibles lorsque le cerveau s'arrête. On a des prémonitions, par exemple, dans les rêves prémonitoires. On a ces rétrocognitions. On voit défiler sa vie en accéléré. On a ces précognitions, deviner le futur. On a des phénomènes télépathiques, deviner la pensée du réanimateur ou du chirurgien qui vous opère. On a aussi accès à des informations que l'on pourrait qualifier, comme le fait Erwin Laszlo, d'universel, enfin des grands enseignements qui sont donnés. Voilà, je me suis dit, si c'est bien ça qui donne accès à cette forme de conscience délocalisée que j'appelle la conscience intuitive extranormale, eh bien, il suffit de ralentir l'activité électrique corticale cérébrale. Alors, comment faire quand on est anesthésiste? On ne va quand même pas provoquer des arrêts cardiaques. Hein. Pour des raisons éthiques évidentes, ce ne serait pas une expérimentation valable. On ne va pas non plus injecter des narcotiques. Bien sûr, on ne va pas mettre en jeu la vie de participant, même s'il est d'accord, pour faire des expériences. Par contre, l'hypnose est un bon moyen. Les anesthésistes utilisent au bloc l'hypnose pour ralentir l'activité corticale cérébrale et pour pouvoir couper la perception algique et pour pouvoir opérer sans pratiquement de produits chimiques, ou en tout cas en réduisant la quantité de produits chimiques. Voilà, donc je me suis dit, si mon hypothèse est bonne, eh bien, lors de ces expériences d'hypnose, on devrait pouvoir retrouver cet apaisement face à la mort en recréant la séquence événementielle qui se passe lors de l'expérience de mort provisoire. Et là, les résultats que j'ai obtenus dépassent mes espérances, puisque non seulement il y a ces phénomènes-là, mais il y a d'autres phénomènes qui arrivent. Alors là, c'est des phénomènes tout à fait inattendus, notamment des personnes qui disent avoir été soulagées de douleurs chroniques, ou de personnes qui disent avoir été soulagées de certaines pathologies qui étaient donc installées depuis plusieurs années. Donc, non seulement cet état de TCH permet d'apaiser par rapport aux souffrances du deuil et par rapport aux angoisses de la mort, mais elle permettrait aussi d'avoir accès à une certaine thérapie. Je ne sais pas comment ça marche du tout. Hein. Je ne sais pas du tout comment ça marche et ce n'était pas du tout l'objectif de ces ateliers, mais c'est une constatation. Voilà. Donc, on a dépassé aujourd'hui 14 000 participants. J'ai fait une première recherche sur les 10 000 premiers participants, sur les 1000 premiers participants. Les 10 000, c'est un fantasme, j'espère y arriver. Donc, avec un questionnaire très scientifique que j'ai rédigé et que je donne à l'issue de ces ateliers pour savoir ce que les personnes ont perçu. Et là, ils remplissent donc ces questionnaires et on voit à peu près que se dessine une nouvelle thérapie par rapport à cette TCH, à cette transcommunication hypnotique. Voilà. Ça serait un moyen de... Alors, il y a plusieurs médecins qui ont participé à nos séances. Plusieurs. Ils sont venus sur la pointe des pieds. D'abord, on a trouvé des patients à eux qui étaient venus et puis qui ont raconté à leur médecin que voilà, c'était même plus la peine qu'ils prennent des antidépresseurs parce que ils n'étaient plus angoissés par rapport à la mort, ils n'étaient plus dans cette souffrance incroyable de deuil qui est quelquefois pathologique. Lorsque ça dépasse une année de traitement, ça devient pathologique. Donc, les médecins se sont dit au bout d'un moment, peut-être qu'on va lui envoyer des patients qu'on arrive mal à gérer pour les angoisses du deuil. Et puis, bon, les patients sont revenus aussi soulagés. Donc, ils sont venus voir eux-mêmes ce qui se passait dans nos ateliers. Et puis maintenant, nous avons un certain nombre de médecins qui veulent se former à la TCH pour eux-mêmes faire cette technique pour soulager leurs patients par rapport au deuil. Alors moi, je ne fais pas du tout d'interprétation. Je ne dis pas c'est Dieu, c'est machin, ces trucs. Je dis voilà, il y a des vécus subjectifs. Ces personnes vivent des vécus subjectifs lors de ces séances d'hypnose et ça leur fait du bien. C'est ça l'essentiel de ma démarche. C'est faire du bien aux gens. C'est de les apaiser avec autre chose que des médicaments. Je vous signale que nous sommes en France le premier consommateur de psychotropes du monde quand même, avec 15 millions de boîtes qui sont vendues par an de psychotropes. Alors ce sont des antidépresseurs, des anxiolytiques, des benzodiazépines. Qui n'a pas sa benzodiazépine pour dormir le soir à partir de l'âge de 70 ans? Tout le monde en France. C'est anormal. Donc, nous avons là un moyen de faire une médecine alternative en diminuant un peu ce record. Un record qui évidemment arrange bien les
Big Pharma, mais moi, je pense que ce qui compte le plus, avant le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques, c'est le bien-être des gens. C'est que les gens soient bien, avec autre chose que des médicaments qui les intoxiquent. Alors, je ne suis pas contre les médicaments, il en faut. Mais là, on est dans l'excès. Et peut-être qu'il y a d'autres moyens de soigner les gens. Quelle différence y a-t-il entre un état modifié de conscience par le biais de l'hypnose et celui de la méditation? En fait, je pense que les expériences de transcommunication hypnotique ou de l'état hypnotique est très voisin de la méditation. C'est la même chose. On abaisse l'activité électrique corticale cérébrale. Quand là, vous m'écoutez, je parle, on est à peu près à 21 Hz. Si par des méthodes particulières de relaxation, de respiration ou d'hypnose ou de méditation, on arrive à ralentir cette fonction cérébrale aux alentours de 4 Hz, par là, pas trop parce que sinon on s'endort pour de bon, et ben là, on va avoir accès à d'autres informations que moi j'appelle extraneuronales, parce que ce ne sont pas des informations construites par le cerveau. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, c'est le retour des expériences de transcommunication hypnotique et c'est aussi le retour des expérienceurs qui nous montrent, comme tout à l'heure on en a parlé, qu'il y a des informations inconnues, donc elles ne peuvent pas être stockées dans le cerveau. Des informations qui sont inconnues et qui sont données lors de ces états hypnotiques ou de méditation. C'est très précis. Ça peut être, par exemple, une personne qui va découvrir un défunt qu'il ne connaît pas, par exemple, et qui va reconnaître après sur une photo. Ça va être, par exemple, une personne qui aura accès à une information par l'intermédiaire d'un défunt qui lui dira d'aller fouiller telle ou telle zone de l'appartement et qui va trouver un objet qui était caché. C'est aussi bouleversant et aussi stupéfiant et aussi précis que cela. C'est par exemple un futur qui va être deviné. Il y a des visions précognitives qui apparaissent lors de ces ateliers. Il y a une dame qui a vu, par exemple, un homme qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vu lors de sa séance de TCH. Et elle vit aujourd'hui avec cet homme. Elle l'a rencontré plusieurs mois après et elle vit aujourd'hui avec cet homme. Donc, des choses aussi euh, bouleversantes que ça nous fait dire que tout n'est pas stocké dans le cerveau. Autrefois, enfin je dis autrefois encore maintenant pour certains, l'hypnose c'est une résurgence de souvenirs enfouis. Ben non, il y a des fois où les souvenirs n'existent pas, donc ils ne peuvent pas être enfouis. Ils sont nulle part stockés dans le cerveau, ils n'existent pas. Donc c'est bien que la source d'information peut être extraneuronale. Et c'est toute la passion de cette recherche qui me fait avancer avec autant d'énergie et avec, je dirais, autant d'acharnement, parce que maintenant ça devient de l'acharnement tellement les attaques sont fortes. Parce qu'évidemment, plus on est dans la réussite d'une technique et plus on est attaqué, évidemment. Bon. Alors le problème, c'est comment peut-on valider ces recherches? Comment peut-on faire en sorte que l'on puisse avancer sur le versant scientifique? Moi, je ne demande que ça. Je demande qu'à des scientifiques de venir à nos ateliers, de faire des études. Nous avons fait récemment, en début d'année, juste avant le confinement, on a eu le temps de le faire, un colloque international à l'Université de Liège avec le professeur Lauré. Et il y avait après un débat où nous étions tous les trois avec le professeur Lauré, le docteur Pin Van Nomen, cardiologue, hein, c'est lui qui a, à ce jour, validé l'étude la plus grande qui a été publiée sur The Lancet en 2001, sur 344 personnes en arrêt cardiaque, donc c'est beaucoup plus que dans la thèse de l'Allier où c'était 118, là, c'était 344. Et c'est lui qui a à ce jour donc le record de cette étude la plus large qui a été publiée dans The Lancet. Et donc là, nous avons pu discuter et j'en ai profité pour suggérer au professeur Lauré d'intégrer la TCH dans une étude au Coma Science Group, dans son Coma Science Group, parce que lui, je sais qu'il a beaucoup de moyens. Je sais qu'il a reçu plus d'1 million d'euros hein, dernièrement pour faire ses recherches. Donc nous, on n'a pas besoin d'autant, mais un petit peu pour faire des recherches en TCH. Ce qui serait intéressant, c'est par exemple expérimenter ce qui se passe au niveau du cerveau par des PET scans ou de l'IRM, pour savoir ce qui se passe réellement au niveau du cerveau lors de ces hypnoses, qui sont assez particulières quand même. C'est une hypnose qui dure 1 heure et demie, c'est pas une hypnose de quelques secondes comme dans l'hypnose de rue. Donc là, vraiment, il se passe des choses intéressantes. Et
que se passe-t-il au niveau du cerveau? Ça serait passionnant. Alors la réponse de Loré, puisque j'en ai profité, on était en public, je lui ai proposé ce deal publiquement, je lui ai dit, ne peut-on pas faire un bout de chemin ensemble? Il me dit oui, ça serait intéressant, mais il faudrait trouver des laboratoires. Vous pouvez trouver le, le- le lien sur YouTube, puisque cet entretien public a été diffusé sur YouTube. Et oui, des laboratoires, effectivement. Mais les laboratoires, est-ce qu'ils vont financer une cible pour scier la branche sur laquelle ils sont assis? Peut-être pas, parce qu'effectivement, cette technique va réduire la consommation d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, c'est sûr. Donc, ce n'est pas tellement les laboratoires qui vont financer ce genre de truc. Donc voilà, il faudrait trouver parce que vous savez, tous les articles qui sont publiés dans les revues à comité de lecture, dans The Lancet, etc., on peut se demander si elles sont véritablement honnêtes. D'ailleurs, le directeur du Lancet l'a dit lui-même, hein, la plupart des auteurs qui publient sur cette revue sont en conflit d'intérêts. Donc voilà, on peut se poser des questions. Mais en fait, ça fait sérieux quand même. Si on avait un article sur The Lancet, sur la TCH, ce serait quand même bien. Donc voilà, j'ai lancé cette bouteille à la mer et j'espère que peut-être il y aura des scientifiques intéressés pour venir étudier ce qui se passe au niveau du cerveau de nos participants lorsqu'on fait ces ateliers. IRSI, de quoi s'agit-il? Moi, je ne veux pas être le seul à faire ça. C'est pour ça qu'on a mis en place des formations qui vont débuter, ça devait débuter en septembre avec cette histoire de Covid. Ça a été rapporté, ça va commencer en 2021, et je ne veux pas être le seul à faire ça. Je ne veux pas de chasse gardée. Alors, effectivement, on a mis, on a protégé la TCH pour ne pas que n'importe qui fasse n'importe quoi avec. C'est tout. C'est tout. C'est pas pour avoir un monopole. Moi, j'ai envie que ça soit diffusé. Moi, véritablement, mon objectif, c'est de faire du bien aux gens. C'est pas du tout de faire de l'argent. C'est pas du tout de faire du business. Je sais que euh, mes détracteurs voudraient bien me mettre cette étiquette sur le dos, mais vraiment, je serais un mauvais mathématicien si c'était le business qui était mon moteur d'action. Parce que là, j'ai un métier très confortable, hein, je gagne très bien ma vie avec ça, je gagne beaucoup moins ma vie avec la TCH, évidemment, quoi que les gens pensent. Et ça serait un mauvais calcul de dire oui, je vais plutôt faire la TCH que de l'anesthésie parce que l'anesthésie me rapporte évidemment beaucoup plus que la TCH. Donc c'est pas vraiment, c'est pas mon moteur d'action, c'est pas l'argent, c'est pas le business, c'est de faire du bien aux gens. J'espère qu'un jour les gens le comprendront. Peut-être quand je ne serai plus de ce monde, je pense que la TCH va continuer parce que c'est pas possible que ça s'arrête. Elle me survivra. Il y aura des gens qui vont s'intéresser à cette technique parce que les résultats sont là. Les résultats, c'est peut-être cette réussite aussi qui énerve les gens. Il suffit de mettre les ateliers à minuit, le premier du mois, pour qu'ils disparaissent tous en quelques heures ou quelques jours, tout au plus. Donc ça veut dire que les gens viennent chercher des réponses à ces ateliers, ils ont des réponses à ces ateliers et ça leur procure du bien-être. Voilà. C'est ça ma motivation, faire du bien aux gens. Est-il envisageable que la TCH soit reconnue comme une thérapie complémentaire dans le cadre de la dépression engendrée par la perte ou le décès? J'espère que la TCH sera un jour reconnue par le monde médical. Malheureusement, le monde médical est, je vais dire, sous la coupole des laboratoires pharmaceutiques, il faut bien le reconnaître. Et tout ce qui est du domaine des médecines alternatives qui diminue le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques, eh bien, est combattu et violemment combattu. Je pense qu'il y aurait tout intérêt à ce que des médecines alternatives holistiques donnent la main aux médecines hospitalières telles qu'on trouve à l'hôpital. Je sais que les jeunes médecins sont tout à fait favorables à ça. Malheureusement, il y a encore quelques vieux mandarins qui sont rattachés à Big Pharma et qui bloquent tout le système. Pourquoi l'homéopathie a-t-elle été interdite, hein? Parce que voilà, on va parler clairement. C'est comme une interdiction. On refuse le remboursement. On refuse le remboursement de l'homéopathie. C'est comme si on déclarait sa mort. Dans quelques mois, on va interdire l'enseignement de l'homéopathie à l'université. Tout simplement parce que l'homéopathie fait baisser le chiffre d'affaires de médicaments beaucoup plus chers. C'est aussi simple que ça dans le mécanisme.
Donc, tout ce qui est médecine holistique, bientôt ça sera l'acupuncture, alors qu'on l'enseignait jusqu'à présent, est combattu par les financiers. Toute la difficulté de faire admettre une technique qui fait pourtant du bien aux gens, comme la TCH, va être dans cet affrontement entre deux mondes médicaux qui vont s'affronter, le monde des gens qui veulent du bien pour leurs malades et le monde des financiers. Je suis très optimiste parce que actuellement, les jeunes médecins qui sortent de l'université, ils sont tout à fait détachés de cette logique financière, à tel point qu'ils veulent se former à la TCH, à tel point qu'ils viennent assister à mes conférences, qu'ils lisent mes livres, qu'ils s'ouvrent à toutes ces médecines holistiques. Là, il y a un système qui est en train d'exploser. L'ancien système des mandarins qui sont sous l'emprise de Big Pharma. La contamination, elle arrive très tôt. Moi, je l'ai vu dans le cursus de mes études médicales. Elle arrive très tôt. On commence à nous faire des enseignements, les laboratoires viennent, ils nous offrent un stylo, ils nous offrent un calepin, puis ensuite ils nous offrent un repas, et durant ce repas, eh ben, ils nous enseignent que leur médicament, il faut le prescrire. Et puis ensuite, ils offrent des voyages, et puis ensuite, ils offrent plus. Ils offrent même quelquefois de l'argent sous forme déguisée, mais ils offrent de l'argent. Et on signe des protocoles, on publie dans des revues à comité scientifique pour dire tout le bien qu'on pense de tel ou tel médicament qui coûte cher. Voilà. Donc, ce système ancien est en train de s'effondrer. Et là, ce qu'on a assisté récemment avec le Covid-19 a mis, voilà, a mis le doigt là où ça faisait mal. Il a montré toute cette perversité de cette certaine médecine financière qui fait beaucoup de dégâts au détriment de la santé des patients. Donc moi, je suis, comme les jeunes qui sortent maintenant des facultés de médecine, pour une nouvelle médecine orientée sur d'autres approches holistiques qui vont progressivement se détacher des financiers, qui vont se détacher de ces gros laboratoires pharmaceutiques pour faire en sorte que les malades soient soignés de la meilleure des façons possibles. En tout cas, c'est mon espoir. Jean-Jacques Charbonnier, je vous remercie d'avoir accepté cette interview et à très bientôt.